Même pull, même personne, même jour pour nous, différent pour vous. Je reçois Tom qui va nous parler des 3 dernières classes et comme une vidéo que vous avez vue récemment sur la chaîne, je vais fermer ma gueule car je ne connais rien à ces 3 classes. Donc aujourd'hui, on va vous parler des 3 dernières classes que sont le Runeblade, l'illusionniste et le sorcier, le wizard. Je dirais wizard, donc moi je dirais sorcier. Voilà. C'est les 3 classes les plus spécifiques de Flesh and Blood qui diffèrent le plus de ce qu'on vous a présenté jusque-là. Donc on va pouvoir vous montrer un petit peu les spécificités. Et déjà, un point qui partage tout en commun, c'est quelque chose, une mécanique qu'on n'a pas spécialement abordée jusque-là, c'est les dommages arcaniques. Les dommages arcaniques, c'est un autre type de dégâts. Jusque-là, on a vu des dégâts physiques dans Flesh and Blood, donc on va avoir une attaque qui fait des dégâts physiques et on va pouvoir utiliser des cartes de sa main pour bloquer. Ici, on va avoir des dégâts arcaniques. Les dégâts arcaniques ne peuvent pas être prévenus avec de la défense des cartes de la main. D'ailleurs, la plupart du temps, les dégâts arcaniques ne viennent pas de cartes d'action d'attaque, mais de cartes d'action normales. Un trait de glace qui va faire 3 dégâts d'arcane par exemple. Et la seule façon de prévenir ces dégâts arcaniques, c'est d'avoir ce qu'on appelle de l'arcane barrière, de la barrière arcanique sur nos équipements en général. Et l'arcane barrière, c'est une mécanique qui fait que si on a 2 d'arcane barrière, on peut, à chaque fois qu'on subit des dégâts arcaniques, pitcher 2 ressources pour prévenir jusqu'à X de ces dégâts, X étant, si on a 2 d'arcane barrière, on pitch 2 ressources pour prévenir 2 dégâts. Si on a 1, on pitch une ressource pour prévenir 1 dégât. Ce qui fait que si on nous fait 6 dégâts d'un coup, on ne peut en prévenir qu'un seul. Par contre, si on nous fait une fois 8 dégâts, 8 fois 1 dégât, on peut pitcher 8 pour prévenir 8 fois 1 dégât si on a un d'arcane barrière. Ce qui fait que ça polarise énormément les match-ups où il y a des classes qui ont de l'arcane barrière, qui ont des dégâts arcaniques, parce que ça demande d'avoir prévu en amont dans son side des équipements avec de la barrière arcanique spécifiquement pour ces match-ups. Il y a quelques très rares équipements dans le jeu qui, avec de la barrière arcanique qui sont quand même joués par les classes, juste pour leurs effets. Et donc, quand on tombe sur une classe qui fait des dégâts arcaniques, on dit tant mieux, j'ai déjà mon équipement. Oui. Mais sinon, il va falloir remplacer ces équipements qu'on utilise d'abord par des équipements avec la barrière arcanique. Donc, est-ce qu'on a prévu de jouer contre ces classes-là ou est-ce qu'on s'est dit, bon, il n'y en aura pas beaucoup, je ne vais pas les respecter. Mais tu as aussi des cartes qui permettent de prévenir des dommages venant d'une source. Il y a aussi des cartes qui permettent de prévenir des dégâts de n'importe quelle source, donc qui peuvent aussi fonctionner contre des dégâts arcaniques. Cela étant, on va donc pouvoir parler de ces 3 classes qui tous interagissent plus ou moins avec les dégâts arcaniques, illusionnistes moins, mais Runeblade et donc la magie. Voilà, c'est la magie. Donc on va commencer par le Lame Rune. Le Runeblade, c'est le guerrier arcanique. Globalement, c'est le guerrier qui va aussi lancer des sorts, qui va imbuer son épée de magie et qui va faire donc des dégâts mixtes entre des dégâts physiques et des dégâts arcaniques. Le Runeblade, c'est une classe qui a une esthétique très dark, mais très belle, je trouve. Très cauchemar, très un petit peu Dark Souls. C'est le guerrier maudit en fait. C'est clairement le guerrier maudit, très violette. Je trouve ça très beau. Ouais. C'est très sympa. C'est dark dans les tons. C'est pas horrifique comme peut l'être l'assassin par exemple. Oh, les cartes de Vincent quand même. Oui, Vincent c'est l'exception, mais je trouve que Viserai. Viserai c'est le guerrier. Viserai c'est vraiment le guerrier maudit. La principale mécanique du Runeblade, ça va être de devoir jouer à la fois des non-attack action et des attack action. Des actions d'attaque et des actions normales. En général, ils vont avoir des effets qui demandent d'avoir joué une non-attaque, puis une attack action pour déclencher un effet. Donc il va y avoir ce côté où il faut arriver à combiner les deux, avec le défaut évidemment qu'on voit venir tout de suite de main, d'un deck qui va devoir être séparé entre non-attaque et attaque, et si on a une main où on n'a pas les deux, on peut avoir l'air un petit peu bête. Et puis ils vont avoir des runechant. Les runechant, c'est les chantrunes, je sais pas le nom du jeton en français. C'est chantrunes. Qui sont des jetons qui vont accumuler. Ils vont accumuler des runechant. Et en fait, quand ils vont lancer une attaque, ils vont casser tous les runechant qu'ils ont et chaque runechant va faire un point de dégâts arcaniques.
Donc c'est principalement comme ça qu'ils vont faire leurs dégâts arcaniques. Aussi, ils vont avoir des cartes qui vont faire des dégâts arcaniques, mais la plupart de leurs attaques vont faire des dégâts physiques. Et puis ils vont dire, bah, je t'attaque pour 4 dégâts physiques avec mon attaque, et puis mes 5 rune chain que j'ai fait à côté pour 5 dégâts d'arcane. Et alors ça c'est considéré comme une source qui fait 5 dégâts d'arcane? Non, c'est considéré comme 5 sources qui font 1 dégât d'arcane. Ce qui fait qu'en général, contre Runeblade, on prévoit 1 de barrière arcanique. Parce qu'avec 1 de barrière arcanique, on peut théoriquement bloquer tous les dégâts. Après, il faut pouvoir pitcher pour bloquer les dégâts. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 4 Runeblade, dont 2 qui sont Living Legend. Donc, plus jouable en tournoi. Plus jouable en tournoi. Vous allez voir, c'est la vidéo où il y a plus de persos Living Legend que de persos Lego en tournoi. Mais rien n'empêche de le jouer à la maison. Mais rien n'empêche de le jouer à la maison. Donc les Runeblade Lego actuellement, nous avons Viserai. Viserai, c'est le Runeblade original, vraiment le guerrier maudit, qui fait tout ce que je vous ai expliqué jusque-là. Hein. C'est les dégâts d'arcane, les dégâts physiques, enchaîner les deux. Voilà, un deck assez agressif. Ou alors il y a aussi une version très contrôle, très défensive, qui va chercher à faire une attaque à 50 Runeblade à la fin. Bah, quand on te met 50 Runeblade d'un coup, tu es mort. Bah, tant que tu n'attaques pas avec tes Runeblade, avec tes Runechain, ils ne disparaissent pas. Donc tu as moyen de les accumuler, Donc Viserai, c'est vraiment tout ce que je vous ai parlé du Runeblade jusqu'à présent. Ensuite, vous avez les Runeblade Shadow. Il y a eu 2 Runeblade Shadow, donc avec le talent Shadow comme Levia pouvait l'être dans les brutes. Il y a eu le premier qui était Chain, qui est très vite passé Living Legend parce qu'il était complètement craqué, parce qu'il pouvait jouer des cartes de sa... En gros, les Shadow Runeblade vont pouvoir jouer des cartes de leur zone de banish. Un petit peu comme Levia qui va chercher à mettre des cartes dans sa banish. Bah, les Runeblade vont chercher à mettre des cartes dans leur banish et pour pouvoir les jouer. Alors, on rappelle que la banish, la zone de bannissement, c'est les cartes qui sont écartées de la partie. La contrepartie, c'est que quand des cartes vont rester dans la zone de bannissement, ça va faire de la dette de sang et donc ils vont se scarifier et se faire des dégâts tout seuls, un petit peu comme Levia. Donc Chain était le premier, il pouvait jouer des cartes de sa banish, c'était beaucoup trop fort, c'était un deck très agressif qui faisait énormément de dégâts. Il a été remplacé par Vincent l'année dernière, qui est la nouvelle Shadow Runeblade. C'est la Vierge de Fer, hein, littéralement. Elle est dans une Vierge de Fer, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est vraiment Iron Maiden. Je vais faire les inserts des images, mais c'est dark. C'est très dark. C'est limite Hellraiser en fait. Vincent, elle va aussi jouer sur sa zone de bannissement. Elle est obligée de bannir une carte de sa main au début de chaque tour. Donc c'est à la fois un avantage et un défaut. Quand elle le fait, elle crée un Runeblade, mais elle est obligée de le faire. Et elle va pouvoir jouer... Un Runechant, tu veux dire. Elle va faire un Runechant. Et elle va pouvoir jouer les cartes de sa banish. Et elle va voir beaucoup de cartes qui ont Runegate. Runegate, ça lui permet de jouer la carte depuis sa banish gratuitement si elle a autant de Runechain que son coût. Donc, par exemple, une carte à 4, si elle a 4 Runechain, bah, elle peut la jouer gratuitement depuis sa banish. Mais si elle a 5, ça marche pas? Si. D'accord, il faut qu'elle ait plus. Au moins autant de Runechain. Et donc là où Viserai va plutôt être un deck agressif qui va faire des petites attaques avec quelques Runechain mais qui va les enchaîner, Vincent, elle va chercher à faire une attaque, une grosse attaque. On va bannir une grosse attaque, faire plusieurs Runechain et te dire je t'envoie mon attaque pour 7 et 6 Runechain. Et avec un effet on it. Et elle va s'auto-mutiler aussi pour pouvoir rajouter des effets négatifs à ses attaques. Et puis il y avait un dernier Runeblade qui est intéressant d'en parler, c'était Briar, parce que Briar elle était complètement différente dans l'esthétique et dans la thématique. Briar c'était la Vierge des épines, ou la guerrière des épines. Donc c'était une Runeblade qui avait les éléments terre et lightning. Et donc c'était beaucoup plus coloré comme esthétique. C'était un peu la druidesse. C'était qui allait invoquer les forces de la nature pour taper sur les gens. Globalement, encore une fois, deck très agressif, mais pour le coup basé sur les éléments et avec des synergies avec les éléments. Et donc pas du tout cette esthétique sombre de Runeblade. Alors forcément, on en retrouvait quelques cartes parce que je jouais quelques cartes Runeblade normales. Mais c'est pour montrer que Runeblade, c'est pas non plus cantonné à ce côté très Shadow. Techniquement, Viserai est un Shadow Runeblade, sauf qu'il n'a pas le Shadow dans sa thématique. Il vient de la même région, c'est juste qu'il est arrivé après, il est arrivé avant que la mécanique Shadow soit là. Donc je pense que dans le futur, quand on verra des nouveaux Runeblade, on verra probablement des Runeblade qui sortent un petit peu de ce côté très sombre, très Shadow. Oui, parce que des guerriers mages, le thème est intéressant. Ils font des guerriers mixtes, des dégâts mixtes. Et on pourrait avoir des guerriers mages light en fait. Et de toute façon, on l'a vu avec Briar, et puis on pourra avoir des guerriers mages d'à peu près n'importe quel talent. Oui. C'est très vaste comme catégorie. Classe suivante. En termes de prix, c'est médian. Ça coûte pas très cher actuellement parce que la classe c'est un petit peu au fond. Ils ont un équipement de légendaire de pied qui coûte cher. Sinon, je dirais que c'est dans la moyenne. C'est pas spécialement très facile à jouer.
C'est pas non plus le plus compliqué, c'est pas la classe la plus compétitive actuellement. Mais leur jour reviendra parce que ça a longtemps dominé la méta quand même. On enchaîne avec une classe très atypique aussi, les illusionnistes. Les illusionnistes, c'est une classe qui va jouer sur le fait de poser des permanents en jeu et de poser des cartes avec lesquelles ils vont pouvoir attaquer. Donc ça, on va beaucoup plus se rapprocher d'un jeu comme Magic. Oui, dans le cas de Dromai, c'est le cas. Prism, un petit peu moins. Les illusionnistes ont aussi une autre spécificité, c'est qu'ils sont tous différents. Il y en a trois actuellement, donc 2 versions du même personnage et un nouveau qui arrive dans le prochain set. Et chaque illusionniste a un talent. Donc j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a cette volonté de la part de LSS de faire en sorte que chaque illusionniste ait vraiment un talent et vraiment une spécificité. Il y en a un qui va jouer sur les dragons, l'autre qui va invoquer des anges. Enigma, on ne sait pas encore trop ce qu'elle va faire. Comment tu dis, elle s'appelle comment? Enigma. 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 You called for me? Mais donc vraiment, elle sera mystique. Chaque illusionniste a sa façon de jouer, mais quelques idées générales qui sont d'invoquer des permanents et aussi d'avoir des attaques avec fantasmes. Donc littéralement lancer des illusions sur les gens. Les attaques avec fantasmes, c'est des attaques qui vont être extrêmement puissantes par rapport à leur coup, par exemple qui vont taper à 8 pour 2 ou quelque chose comme ça. Oui. Par contre, en contrepartie, elles ont le mot-clé fantasme. Et le mot-clé fantasme dit que si elles sont bloquées par une carte attaque qui a 6 ou plus de force, à ce moment-là, la chaîne d'action se ferme immédiatement et l'attaque ne touche pas. En fait, globalement, on dissipe l'illusion. Voilà, on met un gros coup de poing. On est tellement fort en face qu'on fait exploser l'illusion. Donc on appelle ça un popper dans le jargon de Flesh and Blood. C'est une carte qui a 6 ou plus. Et en général, c'est indispensable d'avoir des poppers dans son deck. Donc soit on a une classe qu'on a naturellement parce qu'on a beaucoup d'attaques fortes, type un gardien, une brute par exemple. Soit on va généralement jouer en side un certain nombre de poppers génériques, le meilleur d'entre eux étant évidemment Command and Conquer, pour avoir de quoi empêcher les illusions touchées. Les illusions touchées. Et surtout, en fait, ça va mettre fin immédiatement au tour de l'illusionniste parce qu'on lui ferme sa chaîne de combat et il ne regagne pas de points d'action. Ils ont évidemment quelques moyens de le faire potentiellement, mais ça va leur coûter des ressources. Donc très important le concept de fantasme et des poppers. Pour ce qui est des personnages illusionnistes, il y en a 3 actuellement, 4 bientôt. Tout d'abord Prism. Prism, c'est l'illusionniste originel. Elle est Living Legend, elle jouait sur des anges et des principes divins, mais ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle Prism qui a été sortie l'année dernière, donc on va pouvoir parler de la nouvelle Prism. Prism. Elle est light. Elle est light, oui. Non, mais je cherche le nom exact. Advent of Thrones, c'est sa version jeune et sa version adulte. Celestial Fury. Non, je sais plus. J'ai un trou. C'est pas grave. Bon, tu mettras l'insert. Donc Prism, déjà on voit que la nouvelle Prism a 32 points de vie. C'est-à-dire qu'elle est très forte. Elle est fragile. Non, elle n'est pas si forte que ça. Oui, mais en général, ils ont tendance à... Mais ils ont un petit peu abusé, je pense, sur les 32 points de vie. Prism, donc c'est un illusionniste light, comme Boltyn pouvait être un guerrier de la lumière. Vive la lumière, vive Boltyn. Vive les ninjas. Qui va donc invoquer des anges qui sont qui va avoir des anges qui sont des héros. C'est héros AULT, Heralds, qui sont des attaques très fortes avec fantasme, qui vont avoir des effets que quand ils touchent, ils vont aller dans l'âme de Prism, dans sa soul. Et elle va. C'est une mécanique qui est proche de celle de Boltyn. Oui, il y a le côté, il y a la soul qui est le mécanisme du talent light. Ouais. Là, elle va l'utiliser différemment. Donc là, elle va avoir des cartes qui sont dans sa soul en attaquant avec des heralds. Et je traduis en attaquant avec des héros, les cartes vont dans son âme. Voilà, les cartes vont dans son âme. Et elle va pouvoir jouer des figments. Alors là, pour le coup, je crois que c'est figments aussi en français. Oui. Qui sont des espèces d'incarnations des valeurs de sa divinité. Une espèce d'avatar en fait. C'est pas vraiment des avatars, c'est plus des concepts. Ouais. Genre il y a le figment de l'érudition, le figment des ravages, le figment de la guerre, le figment de la protection, ce genre de choses, qui sont des concepts qu'elle va aller chercher dans son deck quand elle va toucher avec des héros, qu'elle va poser et qu'elle va avoir le droit de retourner pour le transformer en l'ange correspondant, donc l'ange de l'érudition, l'ange des ravages. Les cartes sont magnifiques. Il a eu une Marvel dans un booster, mais ça donne envie de jouer le personnage. Globalement, illusionniste, c'est un petit peu la classe des pimpers fous qui veulent avoir leur deck full Marvel, full art, et LSS l'a bien compris. Du coup, quand on veut pimper le deck, on peut, mais par contre, ça coûte une blinde. Et donc avoir des anges qui seront là des alliés avec lesquels elle va pouvoir attaquer. Et en plus, elle va pouvoir jouer des auras.
Elle fait beaucoup de choses, Prism. Elle va pouvoir jouer des auras qui vont lui donner des effets permanents. Par exemple, son aura la plus connue signature, c'est l'Arclight Sentinel. Elle se met dans un espèce d'esprit de lumière, un peu à la Naruto, à la fin de Naruto, là, quand ils se mettent dans les espèces de giga-esprits. Elle s'entoure d'un esprit de lumière, et l'Arclight Sentinel fait que... Ou Armor dans Marvel, dans les X-Men. Oui, ok. Fait qu'on ne peut attaquer que l'Arclight Sentinel. Et l'Arclight Sentinel, globalement, les auras ont un mot-clé qui s'appelle Spectra. Et Spectra fait qu'on peut attaquer les auras, qui sont des permanents. Et quand on les attaque, en gros, la chaîne de combat prend fin, notre tour prend fin. Mais donc, on sacrifie notre tour, notre point d'action pour casser une aura. C'est le seul moyen de le détruire. Ils n'ont pas de point de vie ou autre. Prism est probablement un des persos les plus compliqués du jeu à jouer actuellement. Cher à monter en plus parce que, encore une fois, c'est une classe de pimper et même les versions de base coûtent relativement cher. Je veux dire, on n'est pas obligé de jouer avec des Marvel. Marvel. Oui, mais il y a quand même un équipement légendaire de jambes, les Caligae fantasmagoriques. J'ai utilisé le nom français cette fois, pour Phantasmal Footsteps, qui est relativement cher, qui vaut plus de 100 €. Il y a un certain nombre de Marvel, de Majestic qui valent cher. C'est un deck qui vaut cher, Prism, globalement, surtout par rapport à... Alors, Prism est en train de redevenir un petit peu compétitif parce qu'elle a eu une nouvelle arme dans le dernier set. Donc, le personnage est clairement jouable et je pense qu'il va devenir de mieux en mieux. Mais c'est vraiment une prise... Enfin, c'est très très compliqué à jouer. Intéressant, mais très compliqué. Et surtout, ça peut être Généralement, c'est lié. Ça peut être frustrant parce qu'il peut suffire d'un popper et ton tour peut se finir et tu as l'air très triste. Donc il y avait une ancienne Prism qui n'est plus légale, mais qui jouait avec les mêmes cartes que la nouvelle, simplement différemment. Et puis il y a l'autre illusionniste, Dromai. Dromai, c'est l'illusionniste qui va invoquer des dragons. Elle va invoquer des dragons. Elle est draconique. Elle est draconique, donc comme son frère Faye. Donc c'est l'extension d'Uprising. L'extension Uprising. Donc Dromai va invoquer des dragons avec de la cendre. Donc elle va générer de la cendre. Donc elle est draconique. Donc elle va jouer sur les cartes rouges. C'est le fait du talent draconique. Là où Light d'ailleurs va jouer sur les cartes jaunes. Donc la plupart des cartes de Prism sont jaunes ou demandent d'avoir des cartes jaunes dans sa zone de pitch par exemple pour faire des effets en plus. Là où Dromai va demander d'avoir des cartes rouges. Donc c'est l'eau, on joue avec peu de ressources. On joue avec peu de ressources, mais c'est un deck qui est très intéressant parce que du coup, en fait, en général, un deck Dromai va jouer 57 cartes rouges. Parce que toutes ces cartes vont être rouges et donc elle va invoquer des dragons qui vont être des permanents avec lesquels elle va attaquer. Et donc les permanents, ces dragons ont fantasme, donc on peut les pop, mais en fait elle va construire son board, de son terrain de dragon en invoquant au fur et à mesure, et donc on va devoir choisir est-ce qu'on attaque les dragons pour l'empêcher de construire son terrain, ou est-ce qu'on va taper Dromai parce qu'il faut la taper quand même un jour, et elle peut nous taper très fort si on la laisse se développer. Perso très très complexe à jouer parce que plein de possibilités différentes. Un petit détail qui a son importance, c'est qu'au jour où on écrit ces lignes, on est le dimanche 13 avril 14 avril. Et demain, Dromai sera Living Legend. Dromai vient officiellement de passer Living Legend hier, notamment grâce à une victoire d'un Pro Tour d'Arthur, s'il ne regardera pas cette vidéo, mais d'un Français qui a gagné un très gros tournoi international il y a 2 semaines avec Dromai. Donc Dromai ne sera plus légal à partir de demain. Cocorico. C'est un peu la faute des Français, c'est ça qu'on est en train de dire. Oui, si c'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et qu'elle était trop forte. Mais comme c'était un perso qui est extrêmement populaire, Dromai, vraiment... Et de toute façon, aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a plus de draconique illusionniste. Oui, voilà. Il y a beaucoup de cartes draconiques illusionnistes. Mais LSS a déjà annoncé qu'il y aura un nouvel illusionniste draconique et probablement une nouvelle version de Dromai qui sortirait dans pas longtemps. Et vu la popularité du perso, parce que pour le coup, en plus comme il y a le côté invoquer des créatures, un peu le côté magie, c'est un perso qui a été extrêmement populaire. Elle a le côté un peu waifu japonaise. Donc clairement, Dromai, c'était trop stylé. Elle est partie, mais elle reviendra. Et puis, il y aura un nouvel illusionniste dans Mysteria, Enigma. C'est une énigme. Donc parce que c'est la prochaine. C'est la prochaine. Elle sera mystique. A priori, elle va jouer sur des Spectral Shield. Les Spectral Shield, ce sont des auras que les illusionnistes peuvent jouer qui ont Ward. Ward, c'est aussi une mécanique d'illusionniste. En gros, ça va permettre de prévenir la prochaine instance de dégâts qu'on doit subir si on a Ward 1. Par contre, ça détruit le permanent en conséquence. Et donc, un Spectral Shield, c'est un jeton avec Ward 1. D'accord. Ward signifie garde. Protection. Protection. Je sais
Pas Oui, exactement. parce que Guard existe, hein, Guardian. Ouais, non, mais je crois que c'est protection ward. Bref, c'est de la défense. Mais voilà, mais des défenses un peu illusoires. Et donc, Enigma a l'air de jouer sur ses boucliers spectraux. Et à voir, je pense qu'elle a une espèce de mécanique de transformation pour atteindre la transcendance, parce que ce qui est laissé penser par un certain nombre de ses cartes. Enfin, de ce qu'on en a vu pour le début. Mais Oui, la transcendance qu'on va concerner tous les personnages, non? oui, non, mais enfin, là, plutôt dans le côté, je pense qu'elle aura un demi-héros, quelque chose comme ça. Ok. Parce qu'elle a l'air assez faible de base, donc je pense qu'elle va se transformer en quelque chose elle va accumuler de la puissance et devenir très forte. Mais c'est de la pure spéculation de ma part, on en saura plus dans un mois, comme pour les autres personnages Mais qu'on c'est un vous a expert. présentés il y a 2 semaines. En tout cas, c'est l'expert de la chaîne. De la chaîne, oui, parce que pas beaucoup plus. Et puis enfin, dernière classe, une classe que j'affectionne tout particulièrement et que la plupart des joueurs de Flesh and Blood n'affectionnent pas du tout. Insupportable. C'est le sorcier, le wizard. Là où le Runeblade c'était moitié magique, moitié physique, le wizard c'est full magique. C'est le sorcier, hein. C'est le sorcier qui va balancer des sorts. Il n'a pas d'arme. Enfin, il n'a pas de qui n'a pas dégâts physiques. de dégâts physiques, qui va balancer que des sorts arcaniques, donc il va falloir être préparé contre, parce que si on n'a pas de défense arcanique, on ne va pas pouvoir se défendre. Il y a 2 wizards actuellement, c'est très difficile de parler des mécaniques de wizard sans évoquer les persos parce qu'ils sont intimement liés. Mais globalement, l'idée des wizards, c'est de jouer des sorts qui font des dégâts arcaniques et beaucoup de jouer sur le fait de jouer des cartes en instantané. Donc de jouer pendant le tour de l'adversaire. C'est une des seules classes, voire la seule classe qui va jouer pendant le tour de l'adversaire et qui va même généralement tuer pendant le tour de l'adversaire. Ce qui est d'autant plus frustrant. Donc ça va beaucoup jouer sur toutes ces fenêtres de priorité, sur le fait de savoir quand est-ce qu'on peut interrompre l'adversaire pour dire non, je vais faire quelque chose finalement. Ça casse le rythme du jeu. Ouais. Un miroir de wizard, en général, on va garder un jeton pour se souvenir du tour de quel joueur c'est parce que des fois, on se perd et on ne sait plus le tour de quel joueur c'est parce qu'on est tous en train de faire des tours, des choses pendant le tour de l'adversaire. Donc 2 wizards, il n'y en a qu'un seul qui est légal actuellement, c'est Kano. Kano, c'est le wizard originel. C'est le maître du feu hein, dans Avatar. Vraiment, c'est le mage de feu. J'étais sur le film de James Cameron, je ne comprenais pas. C'est le mage de feu qui va balancer des boules de feu. Kano, sa spécificité, c'est que c'est un personnage qui a des dégâts exponentiels et qui veut tuer en un tour pendant le tour de l'adversaire. Donc le but de Kano, c'est vraiment d'OTK, donc de one-turn kill son adversaire de 40 à 0 quasiment, avec des dégâts arcaniques à base de dégâts multiplicatifs. Ça peut être très frustrant du coup, parce que Kano, quand il est à 1 PV et qu'il dit maintenant je vais partir en combo, si vous n'êtes pas prêt contre et qu'il a sa combo, vous êtes mort, à peu de choses près. Donc Kano, c'est vraiment ça distord. Ça change le jeu complètement. Oui, en fait, c'est un autre jeu. Il joue pas à Flesh and Blood Kano, il joue à son propre jeu. Ce qui est embêtant quand on veut commencer Flesh and Blood et ce qui est embêtant quand au départ on joue contre clairement, un Kano. C'est un perso de spécialiste ce Kano, très très compliqué à prendre en main et à jouer parce qu'il joue sur un plan complètement différent. Et c'est un perso où vous allez beaucoup jouer tout seul parce que c'est un perso un petit peu de triturage intellectuel, pour pas utiliser un autre mot, où on va beaucoup... on va passer genre 10 minutes à se dire « Ok, alors là, comment je fais pour gagner ?» Alors, si je pitche ça, que je révèle la carte dessus de mon deck, que je fais chercher ça, que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, en fait. j'ai X ressources pour... C'est un deck combo. Si vous avez joué Storm à Magic, ça vous parlera. Jouer quoi, pardon? Storm, qui était un archétype de deck combo en fait à Magic, qui visait à jouer plein de sorts en un coup et à tuer en un coup. C'est un petit peu cette mécanique cérébrale de faire un tour hyper complexe pour gagner la partie. Oui. Aussi avoir la possibilité, donc soit contre un deck agressif, d'échanger les coups, vraiment d'être je vais prendre des dégâts, je vais te renvoyer des dégâts, ce qui est dur parce que Kano a 30 PV et pas 40, ce qui compense le fait qu'il puisse jouer pendant le tour de l'adversaire, ou contre des decks plus lents qui vont avoir beaucoup de barrières arcaniques par exemple, la possibilité de faire ce qu'on appelle de pitch tacker, donc c'est ce qu'on avait parlé au début de cette série de vidéos, donc quand on nous pitch des cartes, elles vont retourner sous notre deck à la fin du tour, et là Kano va le faire volontairement pour se créer une séquence de cartes parfaite pour faire ok, je vais essayer, mon but ça va être de défendre, pitch tacker une combo qui va faire 250 dégâts. Mais par contre ça veut dire que le jeu est suffisamment long. Et c'est ça, il va falloir être défensif, il a beaucoup de cartes
pour filtrer son deck, mettre des cartes du dessus de son deck en dessous, bannir les cartes du dessus de son deck, donc pour accélérer la vitesse à laquelle il va arriver à son pitch stack. Mais ça va demander beaucoup de compétences de la part du joueur qui joue Kano, parce qu'il va falloir qu'il se souvienne de son pitch stack déjà, donc qu'il se souvienne de l'ordre exact des cartes qu'il a posées sous son deck. Donc par exemple, je suis un joueur de Kano, hein, donc je peux en parler, j'adore ce perso. Définitivement pas pour moi. Donc se dire, ok, j'ai pitch stack 3 bleus, ensuite j'ai Wildfire, bleu, Tom, bleu, Gazy Edges, Blazing, et donc bon, ça ne vous parlera pas. J'ai toujours été très mauvais à mémoriser. C'est les noms de cartes, mais ça vous demande de mémoriser peut-être une séquence de 10 cartes. Et puis de mémoriser où vous en êtes aussi, combien de cartes vous avez vues dans le deck pour savoir quand est-ce que vous avez y retourné, que vous allez pouvoir y retourner. Et si vous arrivez à y arriver, et là tout le jeu, c'est ça, c'est de parvenir à sa stack. Et si vous arrivez à votre stack et que vous avez votre combo à 300 dégâts, même si votre adversaire a de la prévention, ça suffira pas et vous allez gagner la partie. Alors on rappelle que quand vous pitchez des cartes, c'est-à-dire que vous utilisez les cartes pour des ressources, elles vont dans ce qu'on appelle la pitch stack, et à la fin de votre tour, cette pitch stack retourne sous votre deck dans l'ordre que vous voulez. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Ce qui fait que, effectivement, je le dis un peu plus lentement, si vous arrivez à épuiser suffisamment de cartes pour retourner à votre pitch stack, vos cartes sont dans le bon ordre. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a pas mal d'effets qui permettent d'y arriver plus vite. Ouais. Et autant il y a des classes qui peuvent profiter un petit peu de pitch stacker pour le second cycle, autant Kano, c'est si vous voulez apprendre à pitch stacker, il faut jouer Kano, mais bon courage. Ça demande vraiment beaucoup de parties d'entraînement. Un avantage non négligeable de Kano, c'est que le deck n'est vraiment pas cher à monter, mais par contre je vous le recommande absolument pas en débutant. Mais si vous avez envie de vous faire un kiff, de vous faire détester par vos potes, et vraiment un deck Kano compétitif peut se monter pour 60 €, dont 50 dans un même équipement, à peu de choses près. D'accord. En fait, pour tout vous dire, moi la première partie de Flesh and Blood que j'ai faite de ma vie, c'était guerrier versus sorcier. Faites pas ça. C'était Dorinthea versus Kano. Et en fait, Noël, il avait non, c'était avec Vincent. Et on n'a pas compris le jeu. J'avais acheté des decks préconstruits, 2 ou 4 decks préconstruits. Et en fait, j'ai laissé dormir Flesh and Blood parce qu'on a été globalement dégoûté par cette première partie. Oui, clairement, Flesh and Blood, c'est un jeu où on s'affronte. Kano, c'est vraiment un gameplay différent. C'est un gameplay de spécialistes, de gens qui ont 500 parties dans le perso. Et quand on ne connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement frustrant. Et pour découvrir le jeu, c'est une aberration. L'autre sorcier, l'autre sorcière du coup, est malheureusement Living Legend. Je dis malheureusement parce que je pense que dans mon histoire de joueur de Flesh and Blood, c'est le perso que j'ai préféré jouer et c'est encore et toujours mon perso préféré. C'est Icelander. Icelander, c'est Elsa, c'est la Reine des Neiges. C'est une sorcière de froid, donc c'est une Ice Wizard, donc elle a le talent Ice. Et là où Kano visait à faire beaucoup de dégâts arcaniques pour tuer d'un coup, Icelander, elle cherchait à faire de la disruption en faisant des dégâts arcaniques, en ralentissant l'adversaire, en l'empêchant de jouer et en jouant pendant son tour pour lui faire des frostbites, donc des jetons de congélation. Morsure du froid. Engelure, oui. Pour le ralentir et quand même lui faire des dégâts arcaniques. C'était un gameplay qui était extrêmement plaisant pour le joueur d'Icelander. Comme tous les jeux disruptifs, c'est moins beaucoup drôle pour le joueur en face. Très très technique, sachant qu'en plus Icelander avait été, donc tu as été un perso qui a été très très fort de sa sortie au moment où il est passé Living Legend, et elle a vraiment explosé quand elle a gagné les premiers championnats du monde de Flesh and Blood par un des plus grands joueurs de Flesh and Blood encore aujourd'hui qui s'appelle Michael Hamilton, qui a complètement réinventé le perso en faisant en sorte que d'un côté, elle faisait des dégâts arcaniques en mettant des cartes en arsenal et en pouvant les jouer pendant le tour adverse si elles étaient bleues. Et en plus, elle mettait des grosses patates physiques pendant son tour. Donc, il jouait beaucoup de génériques qui mettaient des grosses attaques physiques. Donc, ça faisait un petit peu ce côté de gameplay. Donc, je ne peux pas juste jouer de la barrière arcanique contre elle parce qu'il y a quand même de mettre des attaques extrêmement efficientes et efficaces à son tour, à 7 ou 8 pour 2 cartes. Et en plus, elle va arsenal une carte, elle va te faire de la disruption, t'empêcher de jouer et elle va continuer ce cycle. Donc c'était hyper plaisant à jouer, hyper technique, ça te demandait de réfléchir différemment, très compliqué. Malheureusement, elle est Living Legend. J'espère fortement qu'elle reviendra d'une manière ou d'une autre. De façon générale, Wizard, c'est une classe qui est délaissée par LSS depuis un moment, notamment parce qu'elle est très difficile à équilibrer, parce qu'elle joue sur un pan différent du jeu, et que Kano est un perso qui, dans sa façon actuelle de jouer,
peut devenir complètement craqué à très peu de choses près. Donc, il a été entendu et annoncé qu'il y aura un set full arcane cette année. Donc peut-être ce sera en fin d'année, peut-être ce sera l'année prochaine, mais en tout cas c'est dans les pouvoir sauter ce set. C'est en travail. De toute façon, les 3 classes qui ont eu du support il y a le plus longtemps, c'est Runeblade, Wizard et Illusionniste. Bon, Illusionniste c'est pas vrai vu que là ça revient, mais Runeblade et Wizard en tout cas, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu grand-chose, surtout Wizard. Donc j'attends vraiment de voir ce que LSS va faire de Wizard parce que c'est ma classe préférée, je pense. Ça n'étonnera pas les gens qui me connaissent. Mais clairement, c'est pas une classe que je recommanderais pour commencer du tout et même attendre. Enfin, voilà, regardez plutôt du côté des autres classes. Et de façon générale, je dirais que les classes qu'on a présentées dans cette vidéo, c'est pas forcément celles que je recommanderais pour le plus pour commencer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on termine par ces classes-là. Absolument. Ça conclut notre série de vidéos sur les différentes classes de Flesh and Blood. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant vous savez ce que vous avez envie de jouer et j'espère que vous nous le direz en commentaire. Bah justement, oui, c'était une question que j'avais. Est-ce que globalement cette série d'introduction aux classes qui s'adresse à des non-joueurs de Flesh and Blood, vous avez trouvé ça utile, les 4 personnes qui ont vu les vidéos? Et est-ce qu'on continue du coup sur Flesh and Blood, le segment du mardi? Vous avez compris, tous les 15 jours, je fais une vidéo avec Jean-Charles, Juan Carlos, et à part quand ça sort pas, le mardi, c'est globalement jeu de combat. On commence par Flesh and Blood, et en fait, l'idée, c'est de s'arrêter quand on a envie de passer à autre chose, mais pour l'instant, Alors moi, je passerai pas à autre chose, mais du coup, je passerai à quelqu'un d'autre. Oui, mais éventuellement, ça peut discuter d'accueillir quelqu'un d'autre sur la chaîne qui est aussi capable de faire du montage vidéo. Parce que moi, j'ai aussi envie de parler de Dragon Ball Fusion World. Il en parle beaucoup. Beaucoup. Et j'ai mes suives personnalisés. Il vous a déjà parlé de Dragon Ball En ce moment, de toute façon, il parle de Dragon Ball et du problème à 3 corps. Ça tombe bien, c'est les 2 prochaines vidéos. Le problème à 3 corps, le problème à 3 corps. Je me demande si la vidéo ne sera pas déjà sortie le temps qu'on poste celle-là. Eh bien, écoutez, au revoir. Merci encore.